bonsoir à toi. Bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation avec ce soir Eva Ionesco pour son nouveau livre Grand Amour, publié aux éditions Robert Laffont. Bravo et bienvenue. Eva Ionesco, vous êtes cinéaste, actrice, romancière et nous avons exactement le même âge. Exactement. Et c'est pourquoi je ne dirai pas lequel. Non. Alors il y a une différence entre nous, c'est que vous étiez célèbre dès l'âge de 4 ans. Oui. Votre mère vous prenait en photographie, des photographies très bizarres. Voilà, bizarre. Et qui vous ont beaucoup traumatisé. Oui. On va parler de ça. Mais avant de commencer, il y a une nouvelle rubrique dans cette émission, c'est le critique critiqué. Car demain, dans le Figaro Magazine, il y a mon article sur vous, et je me suis dit que j'allais vous le lire. Oh, c'est tellement gentil, c'est pour mon mon anniversaire. Vous ne l'avez anniversaire. pas encore lu. Voilà, c'est un cadeau. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez réagir autant que vous le voulez, vous m'interrompez pour dire « Ah non, mais là, vous dites une bêtise. Okay. Ah non, ça, je suis d'accord. Non, ça, je suis pas d'accord. » etc. Alors déjà, le titre, c'est « Little Eva ». Ça vous plaît, ce titre, Little Eva? Pourquoi pas, oui. Vous parlez de Little Eva à un moment dans le livre, vous citez une soirée où Philippe Crouchet passe The Locomotion. Exactement, c'est une chanson. C'est voilà, une chanson de Little Eva, qui était très très bien. Maintenant, le chapeau. Le chapeau du texte, c'est « Ce n'est pas la souffrance qui fait l'artiste, mais l'artiste qui parfois embellit sa souffrance ». Oui, mais la souffrance fait partie, je crois, de l'écriture. Moi, je souffre beaucoup quand j'écris, malheureusement, mais pas tout le temps. Parfois, je ris aussi beaucoup. Ça passe d'un extrême à l'autre, mais c'est vrai que la souffrance est présente. Dans tous vos livres, il y a cette enfance complètement unique au monde, en fait. Il y a personne qui a eu cette enfance. J'ai décidé de faire cette trilogie, et puis du coup, ça s'est agrandi, et au fur et à mesure, j'avais un regard, effectivement, même sur les premiers livres, où je raconte Innocence, qui était en 2017. Voilà, où je raconte la recherche de mon père, un papa nazi, voilà, absent des femmes, des 3 femmes, et je pars à sa recherche. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je redécouvre d'autres choses, en fait. Un livre, il est jamais, quand on commence sur l'autobiographie, finalement, on sait quand on commence, on sait pas quand on arrête. Non. Alors, vous avez continué avec Les Enfants de la Nuit, en 2022. Oui, Les Enfants de la Nuit, exact. Voilà. Et puis, maintenant, c'est Grand Amour. C'était un peu un portrait de Christian Louboutin. Oui. Voilà, le premier, c'était plutôt un portrait de mon père, un regard sur l'homme, le mal. Et là, c'était Christian Louboutin et les amis. Et ce troisième, c'est sur Charles Serruya. Charles Serruya, votre grand amour. Mon grand amour, absolument. Ouais. Je continue de lire ma prose. Oui. Le type invite des gens et lit son texte à lui, c'est n'importe quoi. Récemment, lors d'une conversation avec Christine Angot, je lui ai dit ceci. C'est pas parce qu'on est une victime qu'on a du talent. Elle a acquiescé et a ajouté, c'est pas parce qu'on est une victime qu'on a envie d'écrire le tableau complet. Et c'est vrai que, en d'autres termes, souffrir ne suffit pas à forger un écrivain. Et si Angot est devenue écrivain, c'est parce qu'elle a transfiguré sa tragédie personnelle. Oui. Votre cas est comparable, oui. Je pense. Oui, c'est exact. Hein, c'est pas, mais en même temps, il est à la fois comparable et différent, puisque moi, je ne parle pas. Il y a l'histoire de l'inceste dans ma famille. Elle l'a vécu directement, l'inceste. Votre mère est le fruit d'un inceste. Oui, et elle l'a retransposé sur moi. Mais voilà, Christine Angot, on va dire, c'est un de ses sujets principaux. Oui. Voilà, moi, ce n'est pas mon sujet principal. Non, mais justement, j'y viens. Le point commun entre les 2 romancières est d'avoir lancé l'alerte sur l'inceste et la pédophilie bien avant le mouvement MeToo. Et là, oui, avec My Little Princess. My Little Princess, oui. My Little Princess était un film qui m'a aidé. C'était 2011. C'était 2011. Donc ça fait 6 ans. J'ai mis des années à monter le film, oui. Des années, et c'est grâce à Isabelle Huppert que j'ai pu le faire. Et après, j'ai gagné ma procédure. Enfin, ça a été une histoire comme ça, on va dire. Oui. Bon, un peu curieuse. Exhibé nu par sa mère depuis l'âge de 4 ans, tripoté par des vieux, placé à la DAS, héroïnomane à 13 ans,
Eva raconte sa jeunesse fracassée. Violée à la DAS. Violée aussi à la DAS. Oui. Oui. Par les copains écrivains. Oui. Oui. Vous citez les noms, Gabriel Matzneff, oui. André-Pierre de Mandiargue, Alain Robbe-Grillet. Oui, c'est plutôt tripoteur. Oui. Bref. Dans l'article, je donne la liste des titres. My Little Princess, Innocence, Les Enfants de la Nuit, Une jeunesse dorée. La litanie de vos titres donne une idée de votre univers. C'est un plongeon dans la pureté détruite. Oui. C'est ça, oui. en fait. Et c'est une grande histoire sur l'enfance que j'ai voulu raconter, de l'adolescence et de la sexualité. Je voulais vraiment, moi, quand j'ai écrit ça, je voulais faire quelque chose de très sérieux, comme une étude, comme une étude de mœurs enfantines, de l'époque, à la fois littéraire, et qui passe par le prisme du cinéma, c'est-à-dire avec un autre regard, en mettant en scène aussi des filles que j'ai aidées aussi, enfin voilà, comme Anna Maria Bartholomé, d'ailleurs, avec laquelle tu as travaillé. Avec elle dans l'idéal, oui. Belougui, voilà, qui est formidable. Qui était dans Une jeunesse dorée. Qui était dans Une jeunesse dorée, et de revenir, d'être aussi sur le texte littéraire, voilà. Les deux, voilà. Donc effectivement, c'est une enfance un peu démesurée, avec ce qui abîme, et c'est aussi son enchantement, avec ses points de morale et d'immoralité, parce que je veux dire, dans le dernier, c'est très moderne, tout ce qui se passe avec la DAS, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui, on va y revenir. Voilà. Je finis de vous lire ce que vous allez lire dans le journal demain matin. L'extrême violence de son enfance ne garantissait nullement l'invention d'un style. Or, on reconnaît immédiatement la prose d'Eva Ionesco. Elle est à la fois hypermnésique et argotique. Sa mémoire a tout emmagasiné, les couleurs, les parfums, les sons, jusqu'au plissé des étoffes, et elle retranscrit son passé avec la gouaille d'une Arletty des années 80. Alors, c'est vrai, pour ces romans-là, c'était moins pour celui dont on ne parle pas qu'à la Bagoudois, et moins que ça sera moins aussi pour le prochain, parce que je pense que les livres sont différents et qu'il y a des époques différentes, c'est comme en peinture, quoi. Oui. Il y a des recherches différentes, c'est des recherches. Donc peut-être que le prochain, la matière textuelle, la manière dont je vais à m'exprimer, ne convoquera pas exactement le même besoin du détail, ou il y a quelque chose d'hypnotique dans cette recherche, parce que je cherche des choses et tout d'un coup dans l'écriture les choses apparaissent, elles apparaissent, je les ai pas forcément, mais je les vois venir, enfin je dis elles apparaissent, et donc c'est pour ça qu'il y a aussi toutes ces descriptions, elles m'emmènent à la chose sentie, à la chose vécue. Oui, mais c'est fou parce que la plupart des traumatisés oublient, leur cerveau efface. Or vous, on a l'impression que vous vous souvenez d'absolument tout. Non, je me souviens pas de tout. L'écriture m'emmène à me rappeler de certaines choses. Alors, ce n'est pas c'est pas une chose thérapeutique, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je découvre au fur et à mesure que je l'écris. Il y a des accidents de l'écriture. Oui. Je sais pas ce que je vais faire exactement quand je vais me mettre à écrire. Je sais à peu près, mais... C'est très mystérieux. Alors je dis que c'est un conte de fées, Grand Amour, ce livre-là, un conte de fées dont le dragon est une mère pornographe et le château une prison d'orphelins. Il y a un prince charmant, prénommé Charles, mais aujourd'hui ce sauveur serait mis en examen puisqu'au début, Eva a 13 ans. 13 ans et demi, presque 14. Alors, je tiens juste à faire une parenthèse. Moi, je fais pas du tout l'apologie dans ce livre des jeunes filles de 14 ans qui pourraient sortir avec des gens plus âgés. Bon, lui, il avait quel âge ? Il avait 27 ans et moi, j'ai été quelqu'un d'une petite fille hyper sexualisée. Depuis mes 4 ans, mes rapports sexuels ont commencé à 10 ans, même avant, puisque j'étais exhibée, j'étais violée, et on va dire que c'était Charles était quelqu'un qui m'a réparé, et notre rapprochement, où tout d'abord n'était pas un rapprochement sexuel, on était amis, et c'est devenu un grand amour au fur et à mesure des choses, et c'est devenu presque le père de mon fils que j'ai perdu, on devait se marier, etc. Et même il a demandé, avec votre accord, d'être votre tuteur, et il l'a obtenu à 16 ans. Oui, mais ça a été très long, et ça a commencé avant, et il est devenu effectivement mon tuteur, et on devait se marier, puis finalement... Bon, voilà, on s'est séparés, mais on est restés très proches l'un de l'autre. La force de Ionesco, c'est vous ? Parce qu'il y a aussi Eugène, mais ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas de la famille d'Eugène Ionesco. Alors, c'est vague, hein ? Ah bon ? Peut-être ? Oui, peut-être. Non, c'est pas proche, en tout cas.
Oui. Là, donc, votre force consiste à transformer en féerie votre malheur, au détour de phrases de noctambule errante, un peu comme une Cendrillon qui est perdue à Pigalle. Quoi. Oui, un peu ça. Je pense que j'ai relu dernièrement des choses de Jane Rhys. Je m'identifie un peu. Il y a plein d'écrivaines auxquelles je m'identifie. Il y a aussi, bon, évidemment, des écrivaines vachement bien, mais on en aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Et votre méthode est, comme tous les vrais écrivains, est d'embarquer votre lecteur dans une machine à remonter le temps. On se demande même si vous n'étiez pas écrivain depuis le début, sans le savoir, par cette manière de tout retenir. Bon, vous venez de me dire qu'en fait, c'est plutôt quand vous écrivez que les souvenirs reviennent. Non, je sais à peu près ce que je veux, mais il y a un flou, il y a quelque chose de flou, d'hypnotique. C'est pour ça que j'aime bien aussi les choses de Modiano. Enfin, il y a quelque chose d'hypnotique et qui se joue sur un peu de funambule, quoi. Donc, je sais à peu près où je vais, puis tout d'un coup, voilà. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a dans le livre, il y a quelque chose d'hypnotique. Enfin, je ne pourrais pas dire magnétique, mais par moment, il y a cette chose comme ça, tac. Bon, j'arrête. Je vous laisse la surprise du reste. Hein. Oui, merci. Mais moi, je vais vous dire franchement, quand j'ai lu le livre, j'ai eu l'impression de lire à la fois un roman mélodramatique terrible, genre Sans famille d'Hector Malot, vous voyez, le livre vraiment, le livre le livre qui fait pleurer, et il fait pleurer, et puis en même temps le jeune homme chic d'Alain Pacadis, quoi. C'est ça qui est génial avec vous, c'est qu'il y a les deux. La chose laquelle je parle quand même beaucoup des centres, mine de rien, et de ces gens, parce que Charles était devenu à la fois mon tuteur, mon père, mon fiancé, et c'est quand même une chose sur l'adoption aussi. C'est qu'à un moment donné, je ne veux pas être une enfant de la DAS, je ne veux pas être une fille de l'État, de n'appartenir à l'État français, c'est-à-dire n'appartenir à personne, appartenir, ce que je dis, à la folie de l'État. Parce que je veux dire, quand on est dans les centres, on appartient à la folie de l'État, et il y a toujours un père de substitution qui soit représenté par quelqu'un. Je ne voulais pas de cette substitution violente, parce que l'État est très violent. L'État vous viole, l'État vous ment, la justice est trahie, les hommes, et je ne voulais pas de ça. Je voulais d'un garçon doux qui m'aime et qui me dise que je suis sa femme et que je suis jolie, et vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est ça qui est, alors c'est assez fascinant. Je sais pas si c'est correct ou incorrect, et je m'en fous, mais ce livre-là montre une petite fille violée, maltraitée, exhibée par sa mère, oui, qui n'a pas envie d'aller à la DAS, qui n'a pas envie d'aller dans ces prisons pour enfants. Non. Pendant tout le livre, d'ailleurs, vous craignez d'aller à Lyon. C'est quoi ce qui se passe à Lyon? Alors, la prison de Lyon, juste pour dire qu'elle existe toujours. C'est un endroit où on envoie les enfants maltraités. Les enfants qui ont commis des crimes graves vont à la prison de Lyon, et cette prison existe. Vous n'avez pas commis de crimes graves? Non, mais dans notre groupe d'enfants, après je parle d'un pensionnat de filles, pas un pensionnat, mais un centre où il y avait que des filles qui étaient des filles effectivement assez maltraitées, abusées, certaines je sais qu'elles avaient été à Lyon parce qu'elles avaient commis des choses, donc et pas grand chose. Oui. Donc on maltraite, et il y avait beaucoup, je parle des filles qu'on met pas dans les hôpitaux psychiatriques et qu'on met à la DAS et qui ont besoin de réels soins. Donc tous ces échanges entre les établissements, hôpital, centre, prison plus dure, etc. Les frontières sont assez floues, et on y va pour pas grand chose, et en fait c'est un grand territoire de peur. Donc en fait, en gros, c'est là où le livre est dingue. D'ailleurs, ça ferait un bon film. Hein. C'est que la fille, chez elle, c'est l'enfer. Mais si l'État s'en occupe, si les assistantes sociales font bien leur travail, si une juge pour enfants veut vous mettre pour vous protéger de votre mère dans un endroit de l'État, c'est aussi un cauchemar. Vous avez le choix entre deux enfers. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est fou. Et finalement, votre refuge, c'est le palace, c'est les bains-douches, c'est votre bande d'amis, et c'est ce garçon, Charles, qui, lui, veut vous aider. Et là, c'est moins le palace, on est quand même dans l'intimité avec Charles, etc. Alors, ce que j'ai essayé aussi de raconter dans ce livre, mais là c'est subtil, etc., c'est que c'est quand même une vraie Lolita. C'est-à-dire que c'est Lolita de Nabokov, elle a existé, elle a été créée par Nabokov. Là, il n'y a pas du tout l'idée de l'amusement de Nabokov, de jouer avec ça, etc., avec ce personnage, puisque voilà. Donc, j'ai voulu aussi
Alors c'est vrai que j'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu pas l'époque, hein. Et puis on me pose pas ce genre de questions, donc à toi je réponds. Mais c'est vrai que voilà, je voulais aussi raconter qu'est-ce que c'était finalement qu'être une Lolita, quoi. Oui, oui. Vraiment. Oui, c'est Vraiment. le journal de C'est le Lolita. journal d'une fille qui s'appelle de Lolita, parce que Oui. j'étais une vraie Lolita. Enfin, je veux dire ça. Après, on peut dire du bien, du mal, elle était malheureuse, tout ce qu'on raconter ce qu'on veut. Mais j'étais une Lolita. Oui, mais vous faites pas l'apologie du tout. Vous Non. dites simplement une réalité. C'est ce qui vous est arrivé malgré vous. C'est pas vous qui avez choisi d'être Le grand amour de Lolita. Oui. Et les centres sont-ils vraiment dangereux? C'est-à-dire les endroits prévus par l'État pour aider les enfants maltraités, sont-ils pires? Non, mais je veux dire, on n'en parle pas parce que je pense que si vous voulez, enfin, je te dis tu, je dis vous. Oui, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Je pense que c'est tellement dangereux d'en parler, c'est tellement une poudrière, il faut tellement prendre des gants pour parler de ces enfants et que c'est tellement dangereux en ce moment qu'on n'ouvre pas la possibilité de dire, par exemple, nous, on voulait, par exemple, entre filles, communiquer, dire ce qui se passait, témoigner, en fait. Témoigner de ce qui se passait. Et il y a peu de gens qui ont finalement, parce que les filles, après, elles veulent plus, on veut nous oublier, il y a pas de pédigré mais avec ça. Mais c'est quand même écrit dans le livre, donc vous pouvez le dire, enfin, tu peux le dire. Enfin, je veux dire, ce que tu dis, c'est que quand on a été violé, victime de pédophiles et tout ça, on se retrouve, souvent on est drogué, souvent on est dans la délinquance, souvent on est violent, et à ce moment-là, quand on met tous ces enfants ensemble, ça donne des viols entre enfants. Les filles souffrent beaucoup et donc on devient très hypersensible. Votre fille, c'est-à-dire que imagine plusieurs filles violées, agressées, fragilisées, en manque d'amour ensemble. Ce grand cœur se met à battre très très fort et on ressent tout. On comprend quoi, donc on est. Je le raconte ça à un moment donné quand même à la DAS, ce moment-là, et c'est vrai que c'est une autre vie quoi. Là, donc en fait, il fallait fuir aussi cet endroit-là. Oui, parce qu'à un moment donné, les filles devenaient aussi très violentes parce que c'était assourdissant. Enfin, je veux dire, c'est le malheur des autres, c'est difficile. Il y a des scènes de toxicos qui se suicident dans votre livre. C'est vraiment comme des orphelinats. Mais on est chez Dickens, hein, on est vraiment... Oui, Dickens m'a beaucoup inspiré aussi. Parce que quand j'ai lu Dickens... Sauf qu'on est dans les années 80. Sauf qu'on est dans les années 80, sauf que tout ça se passe toujours maintenant. Enfin, je veux dire, on n'en parle pas beaucoup. Et les centres sont de plus en plus grands. Et il y a des gens beaucoup plus violents. Il y a du racket total. C'est-à-dire que là, moi, ce que je parle... C'est entre enfants ou c'est aussi les surveillants? Non, mais c'est maintenant, dans les centres, moi là, je parle d'un petit centre, on est 18, ou dans un autre centre, je fais plusieurs centres, j'en fais 5, je crois. Maintenant, les centres, je crois qu'ils sont 180, et je ne sais pas combien de gens, d'éducateurs, qui eux-mêmes ont été des anciens enfants de la DAS. Les structures sont... submergées. Du racket, tout le monde c'est violent. On est quand même dans des endroits violents, avec des chambres à plusieurs, enfin... Oui, d'accord. L'intimité n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu d'intimité. Oui. L'intimité n'existe pas, l'intimité tout de suite en effraction. Et ce sont des gens dont les parents sont vivants, mais n'ont plus le droit de voir leurs enfants. Ce sont des parents qui ont abusé... Alors, les parents je sais plus où maintenant, comment exactement la loi, etc. Mais même des parents qui ont violé, qui ont agressé leurs enfants, etc. Ou des parents très alcooliques qui ont commis des méfaits, on coupe pas tout à fait les liens avec eux parce que ce sont quand même des parents. Donc c'est des rapports qui se restent sous contrôle, comme on dit. Ils ont le droit de voir, tous les parents ont le droit de voir les enfants, quoi. Est-ce que c'est votre dernier livre sur votre enfance? Oui. Vous le savez? Comment vous le savez? Parce que faut pas s'interdire. Peut-être qu'un jour vous y reviendrez. Parce que peut-être que j'y reviendrai peut-être un jour, mais parce que là j'explore autre chose et que j'ai beaucoup de choses à explorer dans la fiction déjà pure et des choses que j'ai pas faites et que dans les autres livres j'ai beaucoup de choses à dire qui ne parlent pas des traumatismes d'enfants ni de ces violences mais d'autres choses. Donc, vous avez parlé de votre manière d'écrire et de reconstituer votre passé. Et c'est vrai que je pense que vous le faites mieux. Pardon, je pense que vous le faites mieux dans les livres
qu'au cinéma. C'est-à-dire que c'est très difficile. Par exemple, j'ai vu Une jeunesse dorée. C'est difficile de reconstituer. My Little Princess, c'était quand même un film extrêmement réussi. Oui, c'est vrai. My Little Princess, c'est très bien. C'était un film extrêmement réussi parce que je pense qu'il n'y avait que dans Une jeunesse dorée, il y avait la part de... C'était pas un film totalement autobiographique. C'était un film où on a brodé, qui a été brodé entre des idées, de la chaîne de Renoir, de prostitution, de qui se prostituent, un peu le truc à la Jean Genet, toujours la même mythologie, etc. Des enfants qui traînent dans les foires, qui vont un peu dans les paradis. Voilà. Donc on était parti sur autre chose, comme ça, un peu des choses maudites, etc. Non, mais je parle, on a c'était tous pas un plus ou moins reproche. vécu quand on était adolescent, quand on a traîné dans la nuit. Et donc, du coup, ça a enlevé, je pense, la grâce et la nécessité qu'il y a dans ce livre. Oui, il y a exactement. une nécessité de vie dans ce livre, c'est un cri d'amour, et puis c'est un cri de reconnaissance, et puis cette reconnaissance qu'il y a entre nous, parce que Charles, je voudrais quand même le dire, est quand même un fils de grand rescapé des camps de la guerre. Il en parlait très très peu. Bon, moi, je viens de l'Est. Hein. C'est quand même très très curieux. Donc des choses qui avec le temps, on apprend beaucoup plus tard. C'est quand même étonnant qu'on se soit retrouvés l'un et l'autre à des distances telles sur cette moquette bleue Méditerranée. Il y a quelque chose d'angélique, quoi. Voilà, donc il y a quand même des choses. Voilà, donc ça veut dire qu'aussi des histoires d'amour peuvent, comment ça se fait quand même que tout ça se soit passé, parce qu'on aurait pu ne pas se rencontrer. Et il y a une ambiance très cinématographique dans ce que vous écrivez depuis toujours. Là, je veux dire, dans le premier, c'était un peu les 400 coups de Truffaut, ces enfants un peu livrés à eux-mêmes. Non, je veux dire dans non, peut-être dans Les Enfants de la nuit. Dans Les Enfants de la nuit, parce que dans le premier, c'était vraiment sur le père. C'était vraiment le père absent, présent, le père nazi, le père a-t-il fait du mal, le père où est-il, qu'a-t-il fait. Je fais des recherches en Allemagne, je fais des recherches dans les pays de l'Est, je vois mon cousin hongrois, etc. Et je raconte toute cette mise en place de photos avec la mère, etc., qui devient artiste, etc., et avec la grand-mère, et la mise en place des photos dans l'appartement, et le Paris d'alors, etc., de l'art et des limites entre l'art et la vie, quoi, parce que ça parle toujours d'art et de vie, en fait, les livres. Ces livres-là, ça parle en fait, c'est ma vie dans l'art, quoi. Mais je voudrais revenir sur cette gouaille, c'est cette espèce de style qui n'appartient qu'à vous, d'Arletty des années 80. Où est-ce que vous avez... Est-ce que ça s'est fait malgré vous, ce côté trash et naïf à la fois? Je crois que ça vient aussi des lectures que j'ai eues, parce que moi j'aime beaucoup, alors bon, maintenant je ne le citerai pas pour d'autres raisons, mais c'est vrai que dans un temps passé j'aimais beaucoup Céline, mais maintenant il m'a passé, dire le mot Céline, je pense que c'est pas la mode. Non, on a tout à fait le droit d'aimer Céline, enfin. J'aime aussi des livres Bubu de comment s'appelle Carco, les livres de Francis Carco. Il y a quand même plein de livres, même chez Colette on trouve dans un autre sens, parce qu'elle a plein de langages différents, Colette, il y a plein de langues. Et l'impur. Oui. Voilà, il y a plein de choses, on les entend, la vagabonde, etc. Il y a plein de choses, si on écoute bien les inflexions que Colette a, etc., qui a fait du théâtre et qui connaît très très bien toutes les différences de ton des contrées de France et tout. On trouve aussi ce côté très parisien, très français, voilà, très gouaille. Oui. Il y a plein de dans la mais littérature. Mais vous êtes une titi parisienne parce que vous avez grandi dans les un peu dans les rues, quoi. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et là, alors je parlais des 400 coups, là, ce livre-là, enfin, j'ai eu envie de le faire aussi comme ça, parce que c'est aussi des lectures qui m'ont porté à avoir envie d'écrire de cette manière-là pour créer ce personnage, parce que l'idée, c'était véritablement de créer un personnage qui porte votre prénom. Qui porte mon prénom et qui parle comme ça, et qui avec ces gens qui parlent comme ça autour. Oui, voilà. Et alors le couple Eva et Charles, franchement, moi j'ai pensé aussi à un autre grand film, c'est À bout de souffle. Vous n'avez pas eu cette impression? Mais oui, ils sont là, ils se rencontrent et puis ils passent leur temps à bouger, à courir, à sortir, à voyager, à aller à New York, revenir, repartir. C'est un livre qui cavale tout le temps, comme une cavale d'ailleurs, comme ça c'est le cas. Vous êtes poursuivi par la mer et par la DAS. Oui. Enfin, je fuis. Oui, il y a ça. Il y a de ça, oui. Il y a un moment donné, on est totalement, effectivement, et c'est là où je tombe amoureuse. Oui. C'est le moment où je tombe vraiment amoureuse de Charles, c'est quand on est tous les deux dans cette sorte où je me reconnais comme étant sa femme, comme étant être une femme,
me parle vraiment comme à une femme, quand on est dans un appartement vide parisien, etc. C'est ce moment de cavale où tout d'un coup, je suis en face du miroir et puis je vois que on va un peu ronde et il dessine et je me dis, mais il me parle comme à une femme. En fait, c'est moi, je suis une femme, je suis la femme à qui il me parle, quoi. Je l'entends. Et vous grappillez ces moments de joie, ces moments fugaces de bonheur, et vous faites un livre qui est une quête, en fait, une quête de lumière, mais au fond du gouffre, quoi. Parce que c'est quand même sur un fond très, très noir. Je voulais que ce livre, contrairement au précédent, qui ne fait pas partie de la trilogie, parce que Charles est quelqu'un d'angélique, pour moi, était quelqu'un d'angélique, quelqu'un qui m'a sauvé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit d'un prédateur? Un prédateur, c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Je veux dire, à l'origine, en ce moment, la manière de parler, c'est les prédateurs, ce sont des gens qui abîment, qui vous font du mal, etc. Charles ne m'a pas abîmé, ne m'a pas fait du mal, etc. Il a été peut-être plus âgé que moi, mais il m'a sauvé, il m'a libéré, et nous vivions aussi en groupe avec des gens, etc. Et moi, je leur ai dit, très en avance sexuellement, donc je ne fais pas l'apologie des jeunes filles. Voilà. Et voilà, donc j'ai perdu le fil de ma conversation. Non, mais c'est le livre qui est comme ça. Il est sans arrêt entre le hardcore et la fleur bleue. Et c'est vous à cette époque-là. Je crois que c'est un truc un peu... C'est une idée du un peu romantique aussi, non? Oui, exactement. Le romantisme, c'est souvent noir, c'est souvent très très sombre. Voilà, donc il y a ça. Ouais, c'est les fleurs du mal. Je sais pas si c'est un romantique, Baudelaire, je pense pas, mais en tout cas, les fleurs ne poussent pas, elles poussent sur le mal, voilà. Puis-je vous demander de lire la page 18? Oui, absolument. Alors là, j'ai pas besoin de... c'est bien. J'espère que j'ai pas de... Je sais pas ce qu'il y a dessus. On va voir. Vous verrez. Okay. Le 18, en haut. Le palace a un air d'abandon, de vieux dancing de bord de mer. Les serveurs sont alanguis, presque des bras rayés, et rient entre eux. Quelques danseurs virevoltent, ainsi que la ribambelle de copains. Vincent, Edwige, Farida, Freddy, Paquita Paquin, Philippe Cruchet, Béthumène, Pacadis, Francis d'Orléans, Pierre, Gilles, Christian, sont pour la plupart tous occupés à jouer à des jeux stupides et enfantins. Je me sens terriblement belle. Mon corps se tend, avec cette sensation d'attendre quelqu'un, d'être enfin là, ce soir, pour ça. Soudain, la machine à brouillard propulse un peu trop de brume sur le dance floor, comme une bonne farce de fin d'année. Puis, les fameux lasers verts des grands jours surgissent pour nous crayonner à double vitesse. Nous crions. Je sillonne la piste. Un garçon m'apparaît. Il se glisse contre le mur du théâtre, vêtu de noir, légèrement caché dans la pénombre. Bousculé malgré moi par les camarades en liesse, je m'avance. Je reconnais Charles. Je le discerne plus clairement comme à travers un cristal d'intensité. Il est identique à la fois où je le croisais dans cette lumière d'aurore, alors que la foule déconfite et joyeuse s'extirpait du bal ange et démon, se précipitant vers la rue Montmartre. Il s'accotait alors négligemment contre une des vitrines platines de la galerie des glaces. À présent, nos regards se pénètrent pareillement, avec cette impression inaltérable que la jeune fille en moi existe. Elle n'est pas totalement détruite. Merci beaucoup, Eva. Est-ce que on peut dire, puisque vous vous appelez Ionesco, que vous êtes né dans une famille de vampires, et que ça explique votre attraction pour la nuit? Oui, que c'est un cliché sur les Romains, hein, pardon. Hein. Oui, c'est un cliché sur les Romains. Mon attraction pour la nuit, non, c'est vrai que j'ai vécu la nuit. Je l'ai beaucoup côtoyée. Après, je l'ai côtoyée encore d'une autre manière, différemment. Oui, j'étais attirée par la nuit, oui. Et ce monde-là, c'était une alternative aussi à votre domicile où là, vous étiez piégé avec des... C'était impossible de rester chez ma mère parce que de toute façon il y avait ça, tout le monde rôdait. Enfin, je veux dire, c'était vraiment c'était un appartement où les gens rentraient, les portes étaient ouvertes, les gens s'installaient. Vous avez déclaré dans Le Monde qu'elle vous vendait, votre mère était proxénète en fait. Oui, elle me vendait. Il y avait des commandes spéciales qui étaient faites par des gens qui venaient, qui se cachaient, qui regardaient dans l'appartement. Il y a eu des viols, il y a eu des ventes, il y a eu de tout quoi. Il y a eu de tout, à peu près tout ce qu'on veut de ce qu'on peut imaginer, quoi. Ouais. Voilà. Nous avons un jeu dans cette émission que le monde entier nous envie, qui s'appelle Devine tes citations. Je vais vous lire des phrases de vous tirées de tous vos livres. N'essayez pas de tricher, Eva.
Et vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ceci. Voilà, n'ayez pas peur, c'est très facile. Mon corps pétillait comme une bouteille de soda qu'on secoue. C'est dans celui-là. Dans celui-là, Grand Amour, 2025. Et c'est intéressant parce que c'est une phrase positive. Avec toutes les catastrophes qui vous arrivent, vous dites « mon corps pétillait comme une bouteille de soda qu'on secoue ». L'image est géniale. Et au fond, alors ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser à Imre Kertész. Vous savez, Imre Kertész, grand écrivain hongrois qui avait 15 ans à Auschwitz et qui a osé écrire qu'il était nostalgique de cette enfance. C'est-à-dire que c'était sa jeunesse, elle était horrible, mais il n'en avait pas d'autre. Et donc, oui, c'est ça. Donc il y avait la gloire de l'adolescence même à Auschwitz. Et je me demande si c'est pas votre point commun, et ça c'est vrai que c'est très pays de l'Est, pardon, hein, mais c'est-à-dire soit vous effaciez tout, soit vous arriviez quand même à en faire quelque chose d'artistique et donc de nostalgique peut-être. Question compliquée. Hein. C'est une question compliquée, oui. Là-dessus, non, mais c'est-à-dire, une question compliquée, oui. On sent que vous regrettez votre jeunesse, même si elle était, par certains côtés, épouvantable. Bah ça, c'est peut-être le fait, le fait de l'écrire pose les choses dans une autre perspective. L'écriture met une autre perspective et pose d'autres questions. Effectivement, en l'écrivant, oui, mais peut-être pas dans la réalité. Enfin, c'est deux choses différentes. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire exactement. Est-ce que je suis nostalgique? Est-ce qu'il y a beaucoup d'amitié avec toute la bande? Vincent, Christian, ils reviennent tout le temps. Moi, j'aime bien cette idée d'écrire aussi pour pas tout le temps, mais d'écrire aussi pour des amis. Oui. Villemorin le faisait, c'est pas que j'adore Villemorin, mais il y a plein de gens qui vous ont sauvé. Qui m'ont sauvé. Et puis j'aimais bien l'idée d'écrire pour des gens. Je sais pas comment dire. Bah, c'est qu'il y avait du mal chez vous, mais il y avait du bien ailleurs. Non, mais de faire un pont, je m'adresse aussi à eux maintenant. Oui. Voilà, oui, donc. Oui. Alors, une autre phrase de vous. On continue le jeu. Je ne me souviens pas de grand-chose de ma toute petite enfance, sinon que j'habitais avec mes parents en face du parc Monceau. Ça, c'est dans Innocence. C'est la première phrase du livre, tout à fait. Et là, pour le coup, ça me fait penser à la première phrase de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Oui. Je hais les voyages et les explorateurs. Puis après, il passe tout le livre à parler que de voyages et d'explorateurs. Et là, vous dites, je me souviens pas de grand chose, sauf qu'en fait, vous vous souvenez de tout. Et oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'était exprès. Pourquoi le titre Innocence pour votre premier livre? Parce que c'est l'histoire de la perte de l'innocence et que ça ouvrait l'ouverture à cette trilogie et que l'innocence, ça n'est plus innocente après. Voilà, l'innocence, c'est quelque chose d'innocent qui ne va pas plus l'être, quoi. Ou qu'on garde quand même malgré tout. Donc, parce que moi, je pense quand même que c'est ça votre magie à vous, c'est que vous avez ce regard innocent sur tout ce que vit l'héroïne, quoi. Vous gardez un regard naïf et vous regardez des choses monstrueuses, mais avec un regard innocent. Peut-être, ça je n'ai pas voulu en tout cas dans ce livre-là, parce que ça faisait partie d'une trilogie, etc., qui était commencée avec des personnages qui se suivaient, etc. Je l'ai fait. Hein. Il y a des insertions à l'intérieur du texte où quand même il y a un tout petit peu voilà, c'est pas de plaidoyer ni de nouvelle grille comme on dit, de relecture du nouveau monde, mais un petit peu quand même. Je le fais quand même un peu à certains moments. Je fais des incises et je dis quand même certaines choses si on arrive à les. Mais disons que le livre n'est pas construit pour ça. Oui, c'est pas le but de l'opération. Autre phrase de vous toujours. Je suis celle qui n'en revient pas. Je n'en suis jamais revenue. Je suis restée coincée à l'âge de mes toutes premières fois. Ça c'est je dis ça à Christian dans la chambre quand je dis que je suis amoureuse de lui et c'est vrai d'ailleurs. C'est dans Les Enfants de la nuit. C'est dans Les Enfants de la nuit, exactement. Ouais. Alors, vous dites donc, je suis restée coincée à l'âge de mes toutes premières fois. Est-ce que vous êtes une adulte aujourd'hui? Ah oui. Mais un peu. Parce que je me dis, votre mère est morte en 2022, l'année où ce livre est sorti. Peut-être que c'est aussi ça qui vous a, en quelque sorte, libéré ou soulagé. Bon, vous savez, je sais pas, je pense que c'est très compliqué. Je pense que
on a beaucoup de personnes en soi différentes qui cohabitent et qui font beaucoup de temps pour les explorer toutes différemment. Il y a beaucoup d'êtres, non? Il y a beaucoup de choses. Là, c'est vrai que c'est une partie. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là qu'il y a beaucoup de voix, beaucoup de... Je sais pas toi, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on est quand même très habités. On est très nombreux. On est nombreux, surtout quoi. nous. Voilà, Nous, les schizophrènes, voilà. nous sommes peuplés de multitudes. Voilà. Mais quand même, bon, vous avez fait un procès à votre mère pour tout ça, et vous avez gagné ce procès. Tout ça, ça a été un soulagement, malgré tout. Non, mais ça, je veux pas parler de ces histoires de là. C'est très compliqué. Bon, d'accord. Les problèmes de juridiction ne doivent pas rentrer en contact pour le direct aujourd'hui avec les vous n'avez problèmes pas le droit de littérature. commenter la chose jugée, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. Je fais ce que je veux. Oui. Mais voilà, quoi, c'est compliqué. Bon, ok. Passons à la rubrique suivante, les conseils de lecture d'une experte. Parce que même si vous étiez souvent au palace très jeune... Et que c'est un décor quand même à la fin. Hein, quand même, c'est un peu un décor. Oui, parce bien que sûr. voilà. Oui, mais non, mais c'est un très beau décor. Il y a la scène où vous êtes alangui sur une banquette au fumoir. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs, cet endroit qui était en haut du palace. Où ça se terminait souvent là-haut. Et puis il y avait le paradis, il y avait le fumoir. Ouais. Voilà. Et puis il y avait le privilège aussi. Oui, et c'est très et puis même pour les gens qui n'ont pas connu le palace, il y a une scène, par exemple, à l'aéroport d'Orly. Oui. C'est un moment de grâce. Mais on adorait, c'était beau l'aéroport d'Orly, c'est magnifique, bleu Orly. Parce qu'en fait, vous avec votre bande, vous partez comme ça, regardez les avions s'envoler. Oui. C'était oui, mais il y a ça, il y a ça quand aussi quand le jour se lève. Dans celui qui a écrit la crucifixion en rose quand il est à Paris, il y a aussi toutes ces histoires. Hein, Henri Miller. Oui, un peu clochard comme ça, où il traînait partout, etc., où il passe son temps à regarder tout Paris. Oui. Vous attendiez que le jour se lève pour aller vous coucher. Quoi. Voilà, c'est ça. Comme les vampires. Comme beaucoup de gens. Donc, les conseils de lecture, allons-y. Un livre qui donne envie de pleurer. Chérie, la fin de Chérie de Colette. Ah oui. Parce que c'est là où Chérie la quitte. Chérie, surtout qu'il ne peut plus aimer une autre femme parce qu'il a été amoureux très jeune d'une femme plus âgée. Et c'est très beau de part de Colette de raconter son désarroi à lui, quoi. Il peut plus l'aimer, il peut plus aimer en fait. Il pourra plus, c'est fini, quoi. Et puis c'est la fin, il collapse, mais. Ouais. Zut, ça m'angoisse. Vous pensez que la différence d'âge dans un couple, c'est très mauvais? Je pense que en tout cas, ce que j'avais ressenti moi à la lecture de ce livre, c'est qu'il ne peut plus aimer quelqu'un d'autre. Enfin, il est passé. Et pas elle non plus. Voilà, non, pas elle non plus, non. Ouais. Un livre pour arrêter de pleurer. Philippe Roth. C'est drôle. Porte-Noix et son complexe. C'est la même réponse que Guillaume Gallienne. Oui. Et c'est vrai que c'est l'anniversaire de Philippe Roth là, non? Ou de la mode, je sais pas. Oui. Comme ça. Et Philippe Roth, c'est vrai que ce livre est très différent des suivants, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Oui, ça fait aussi, il y en a plusieurs aussi, celui-là. Qu'est-ce qu'il est scandaleux aussi aujourd'hui. Oui, très, oui. Un livre pour s'ennuyer. Alors, un livre pour s'ennuyer, moi, alors, évidemment, il y a tous les écrivains italiens comme Pavese, mais il y a Pavese, mais on peut. Vous trouvez ça chiant? Non, pas du tout, justement. Je trouve pas ça du tout ennuyeux, mais je préfère parler de l'ennui dans Le Beau Ténébreux de Julien Gracq. Parce qu'il y a toutes ces pages avec justement toutes ces descriptions de lumière, de temps complètement, qui pourraient paraître totalement hors du temps et ennuyeuses et qui sont totalement métaphysiques en fait. Oui, on entre dans une autre dimension. Donc c'est un ennui, mais l'ennui métaphysique c'est quelque chose, on apprend beaucoup de choses sur l'être humain qui est magnifique et je trouve que Julien Gracq, son ennui est très beau parce que c'est un ennui, les ennuis du dimanche, les ennuis toutes ces choses éternelles, un peu comme ça. C'est vrai, oui. Les romans de Gracq sont peut-être plus ennuyeux que ses essais littéraires, la littérature à l'estomac. Ça, je n'ai pas. Alors, un livre pour crâner dans la rue. Junkie de William Burroughs. Ah oui, c'est bien William Burroughs, oui, bonne idée. Oui, il y a des choses qui sont plus difficiles d'accès, mais Junkie, ça va. Junkie, en plus, vous connaissez bien le sujet. Voilà, et puis ça va vite, c'est vraiment comme une corde de basse, tout le temps, il n'arrête pas, quoi, du début jusqu'à la fin du livre. Un livre qui rend intelligent. Lumière doute. Ah oui, Faulkner. Oui. De Faulkner. Oui. Faulkner, ça rend intelligent, d'abord parce que je pense qu'il peut très bien parler du racisme, du bien, du mal. Moi, j'aime bien tout
lui dans le Sud. J'aime beaucoup comment les livres sont agencés. Ça rend forcément intelligent. Il a inventé tellement de choses. C'est drôle que quand vous parlez, j'ai l'impression d'entendre Françoise Sagan. Ah bon? Vous avez un peu le même genre d'intonation et vous avez ce point commun d'être sorti très jeune. Oui, et de nous être amusés peut-être beaucoup. Quand on s'est trop amusé très tôt, comme ça, on finit par... Pardon, c'est pas un reproche, hein. Un livre pour séduire. Ah, Le bleu du ciel de Bataille. Ah oui. Ça, on séduit quand on parle de... C'est un peu porno, hein? Bah oui, enfin, c'est porno. Il faut érotique, parce qu'elle est tout le temps saoul. Comment elle s'appelle, Dirty? Oui, Dirty. Dirty et Trotman, c'est ça, voilà. Je pense que c'est plus séduisant quand on est une femme de se balader avec le bleu du ciel qu'un mec où ça peut avoir l'air d'être un vieux dégoûtant, pervers. Non, mais bon, voilà, les œuvres de Bataille. Voilà, on peut séduire en disant, voilà, est-ce que tu as lu des œuvres de Bataille? Cette fille-là s'intéresse à la question. Voilà, est-ce que tu as lu? Elle s'intéresse à la question. Voilà. Un livre que je regrette d'avoir lu. Alors, un livre que je regrette d'avoir lu, je vais regarder. Oui, vous savez. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut dire Michel Foucault ou... on a le droit de tout dire ici. C'est l'avantage d'être dans un podcast. Non, mais parce que c'est pas un roman. Non, Michel Foucault. Pourquoi vous regrettez d'avoir lu lequel? Surveiller et punir, je trouve que j'aime pas du tout. Enfin, c'est très dur au début. Il décrit l'exécution d'un condamné à mort. Non, mais il prend plein de petites choses. Mais en même temps, je sais pas, je n'aime pas tellement. Oui. Un livre que je fais semblant d'avoir fini. Ah, tout le monde répond Proust, hein. Non, mais ça, je l'ai lu 2 fois. 2 fois jusqu'au bout? Oui, 2 fois jusqu'au bout. Bravo. Et parfois, je reviens dessus. C'est pas beaucoup. Anna Karénine. Anna Karénine, d'accord, oui. Vous n'avez pas envie qu'elle se suicide à la fin? Mais je n'arrive pas à rentrer dans le livre. À chaque fois, je m'arrête dans les salons. D'accord, oui, c'est un peu long, les salons. Je trouve ça très bourgeois. Le livre que j'aurais aimé écrire. Ada ou l'ardeur. Oui. De Nabokov. Ah tiens. Oui. Et encore lui. Encore lui, oui. Ada ou l'ardeur, oui, ça, c'est un livre merveilleux de Nabokov. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu? Alors, je sais pas. Alors, j'ai envie de dire un que j'ai jamais lu, que j'ai entrouvert et que j'ai refermé, Tony Duvert. Ah oui. Voilà. Auteur pédophile. Voilà. Ouais. Voilà, oui. Le livre que vous lisez en ce moment? Peter Handke. Ah. Il est venu dans cette émission. Ah oui? Oui. Je lis dans l'ordre, relis dans l'ordre des livres. Et la femme, c'est... je vais les dire. L'heure de la sensation vraie. Oui. Voilà, je ne connais pas le titre par cœur. Je vais dire ça. Très bien, très bien. On espère que cette heure a été une heure de la sensation vraie. Oui, il est passé très vite en tout cas. Merci beaucoup. Non, j'ai peut-être encore un peu de temps pour vous faire mon questionnaire qui s'appelle Shop Talk. C'est un titre de Philip Roth. En français, le livre a été traduit Parlons boutique. En tant que consoeur et confrère, je voudrais savoir comment vous travaillez. Alors, par exemple, où écrivez-vous? J'écris sur ma table, je prends des notes au lit, le soir, je prends des notes au lit le matin, je prends des notes. Et après, vous les rentrez dans l'ordinateur? J'ai des notes, j'ai plein de notes. Mais il faut. J'ai plein de notes et j'ai plein d'archives, parce que j'ai une mémoire, mais bon, elle n'est pas non plus sans fin. Donc j'ai plein d'archives avec des articles de journaux, des livres avec tout est annoté, des piles, des choses annotées, avec des numéros de référence. Ah oui, c'est bien ça. Avec des choses de films à voir, avec toute des références visuelles pour toutes les scènes, quasiment. J'ai beaucoup de références visuelles. Je fais des recherches visuelles. Mais ça, c'est parce que vous êtes cinéaste. Toutes les choses, sur les lumières. Je fais des références de recherche sur les costumes. Donc, je lis les livres que pourraient lire des personnages. Je lis des livres que j'aime. Ah oui. Non, mais c'est bien. Ça, c'est intéressant parce que... Je m'intéresse à ce que pourrait lire. Voilà. Oui. En fait, c'est assez archivé, en fait. Oui, en fait. Pas du tout comme ça. Voilà, donc, il y a 2 catégories d'écrivains. Il y a ceux qui vont la fleur au fusil sans rien et qui se mettent avec leur stylo et ils commencent, voilà. Et puis il y a comme nous une autre catégorie, c'est ceux qui n'y vont pas sans avoir du biscuit. Il faut avoir des notes, des trucs. Voilà. Moi, je suis comme vous. Je pars pas comme ça, non. Sans rien dans mes poches, quoi. Donc je lis, je relis. Est-ce qu'il y a des histoires horaires des gens, les biographies des gens.
Est-ce qu'il y a des horaires? Est-ce qu'il y a un horaire où vous êtes meilleur? Bah, normalement, le matin, Oui. je me lève. Bon, mais maintenant, c'est le matin et l'après-midi. Oui. Bon, Voilà. très bien. Vous faites votre journée de travail. Ordinateur ou feutre? Dans les notes à la main Oui. et après directement sur l'ordinateur. Ouais, ouais. Voilà. Combien de signes par jour? Je fais 3. Parfois, ça dépend. Normalement, 2 pages. Ouais, 4000 signes. 5000 signes par Voilà, jour. c'est ça. Parfois moins. Parce que je reprends, voilà, mais un peu moins. J'écris, voilà. Quand même, ça dépend des moments, quoi. Donc, vous avez déjà répondu à la question, mais vous faites un plan ou pas de plan? Je fais un plan. Oui, un plan. Ouais. Je fais un plan que je coach. Mais le plan, après... Et vous suivez le plan? Non, parce Ah. que... Mais il faut évidemment qu'il qu'on ne suit pas le dédale. plan. Non, mais c'est j'ai normal. j'ai aussi beaucoup de choses audio. Genre, j'interviewe des gens. Oui. Ah oui, d'accord. J'ai ok. énormément de trucs audio, de... Donc là, pour ce livre-là, vous avez questionné Lou Oui, Boutin, Vincent de Darré. tous. Ah oui. Et donc à chaque fois, Non, mais j'ai vous revenez des- les voir, tu te souviens Non, tel soir là, non, parce que je fais quand pas... on est allé à Orly, tu te souviens? Non, mais parce que je veux pas du tout. C'est des choses, elles viennent dans la vie, on en discute avec les gens, et moi, Oui. ça me remonte, voilà. Mais je leur parle une fois, et après, Oui. j'arrête. D'accord. Non, Non, mais pourquoi pas? parce qu'après, ça devient non. Allô, Farida Kelfar, Non, raconte-moi, tu te Farida, souviens? non, Farida, elle m'a parlé une fois, c'est tout. Ouais. Et même pas, elle a pas voulu, je crois. Ouais. Donc, Bon, bah très bien, là ça y est, je me suis bien renseigné sur vous. Je vous remercie infiniment, Eva Ionesco, d'être venue dans cette émission pour parler de grand amour, et vraiment je conseille à nos spectateurs, auditeurs, mais aussi aux non-voyants et malentendants de lire ce livre. grande histoire d'amour. Une grande histoire d'amour publiée aux éditions Robert Laffont. Une histoire d'amour qui triomphe du mal, surtout. Et merci au Figaro Télé, merci à Figaret pour ma chemise. Oui, merci. Et puis, et surtout, n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Et le monde s'arrêtera. Bon, merci à toi, Frédéric. Merci beaucoup.